Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information consacrée à la rétrospective de la semaine. Une édition que nous débutons par l'Assemblée nationale avec la poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale. Et c'était sous la présidence de son Excellence El Hadj Seine Oumarou, président de l'Assemblée nationale. Le point avec Haïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Ce vendredi 1er juillet 2022, 3 points ont été inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière. Il s'agit de présentation des 4 déclarations de l'Assemblée nationale relatives aux interpellations des membres du gouvernement. L'examen et vote du projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique composé de 70 articles et le projet de loi habilitant le gouvernement de prendre des ordonnances pendant l'intercession. Mais le deuxième point, inscrit à la dite plénière, a suscité plus de doutes et de polémiques de la part des élus locaux, chose qui a suscité la réaction des députés à travers des questions auxquelles le commissaire du gouvernement a répondu pour les sortir des zones d'ombre. Article 9 dit que la formule que le gouvernement a adoptée, toutes les spécialités de la santé et de l'hygiène publique doivent être prises en considération dans le programme de formation de l'État. Et voilà ce qu'il dit. Nous rappelons que en 2014, les sachets islamiques ont fait une déclaration à laquelle le gouvernement du Niger avait retiré des modules d'enseignement dans le premier sur les sujets en lien avec la SR, la SSR, la PF, ramener cela pour un procès de souci pour les parents d'élèves et les scolaires au plan social. Moi, je les ai dit, ça n'a rien à voir avec la religion. Voilà le commentaire de l'article 9. L'État a l'obligation de former. Parce qu'on parle de la santé, a l'obligation de former les ressources humaines spécialisées dans toutes les catégories de professions de santé, par exemple pédiatrie, oncologie, cardiologie, gériatrie, néphrologie, chirurgie vasculaire, etc. pour satisfaire les besoins des populations dans les formations sanitaires de la sécurité. Mais le premier médecin burkinabé a été formé au Niger en 1972. Aujourd'hui, le Burkina a plus de 200 professeurs. On a combien de spécialistes? Mais il faut ouvrir toutes ces spécialités-là à l'université. Après, on nous a dit, non, c'est pas aller faire le tarif de les écoles à partir de 7 ans. Mais qui nous a dit ça? Nous, voilà la formulation par rapport à cet article. Vous avez été griffe à l'université, c'est ça. Il y a un autre article, excellent. Lorsqu'il a fait c'est article 20, à toutes les formes de violence et de services sexuels sur la personne humaine sont interdites. Mais dans votre chambre de la seconde, la communauté populaire, est-ce que le gouvernement a dit de ne pas aligner? Si vous prenez les autres plaintes, on va vous informer. Toute personne là, le communauté pour l'article 2 aussi vous dit cette disposition doit aller les violences basées sur le genre et la question des droits des femmes et des filles, donc des exagérations allaient jusqu'à contredire nos valeurs. Il y a lieu de définir clairement le concept de violence et services sexuels. Toute personne a droit à un bien-être
générale, physique, mentale, sociale et morale, mais doit être protégé de tout seulement, toute violence sexuelle, toute pratique qui peut nuire à sa santé reproductive. On a même donné des exemples de mutilation sexuelle et mutilation génitale, excision, etc. Et on va même citer un article de la Constitution, je crois que c'est l'article-là, c'est l'article 13, qui interdit les violences à les gens. C'est l'article de la Constitution. Il dit, ah, on n'a pas compris. On pensait que c'est pour empêcher qu'il frappe la femme. Aussi, c'est ça. Après examen et analyse des tests article par article et amendement de certains articles, le projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique fut adopté par 87 voix favorables, 3 contre et 24 abstentions. La loi habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances, quant à elle, a été adoptée à l'unanimité de 92 voix pour. Satisfait du vote des deux projets de loi, le commissaire du gouvernement, Dr Idi Ilyasso Mainessara, a au nom du gouvernement remercié les élus locaux. C'est vraiment avec satisfaction que cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Et au nom du gouvernement, je tiens à remercier tous les députés nationaux qui, dans un cadre consensuel, ont adopté cette loi. Et ça va nous permettre de poursuivre et l'élaboration des textes réglementaires qui vont régir les autres questions qui ont été déjà soulevées par l'Assemblée nationale. Par rapport à la deuxième loi, c'est la loi d'habilitation. Vous savez, pendant l'intersession, et l'Assemblée autorise, en tout cas le gouvernement, à légiférer par ordonnance. Là également, et cette loi vient d'être adoptée à l'unanimité, à notre grande satisfaction. Donc là également, au nom du gouvernement, je tiens à remercier les députés pour leur hauteur de vue en adoptant cette loi. La séance plénière reprendra demain avec la cérémonie de clôture. Toujours à l'Assemblée nationale avec la clôture de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale ouverte le 5 avril dernier. Et c'était sous la présidence de Seyni Oumarou, président de la dite institution et des membres du gouvernement. Retrouvons une fois de plus Haïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Ouverte le 5 avril 2022 pour une durée de 3 mois, la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale, est à son terme à travers cette cérémonie de clôture qui est son seul point inscrit à l'ordre du jour. C'est l'occasion, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des corps diplomatiques accrédités au Niger pour Seyni Oumarou, président de la dite institution, de dresser le bilan de cette session. Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, voici que s'achève cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de la présente année. S'il faut en faire un rapide bilan, je dirais que cette session a atteint tous les objectifs que nous lui avions assignés à son ouverture, sur le plan législatif notamment. L'essentiel des textes prévus ont été adoptés après des débats aussi animés qu'empreints de responsabilité et de courtoisie entre tous les membres de notre institution. Ainsi, en plus d'une vingtaine de projets de ratification, d'importantes lois structurantes ont été adoptées. Il s'agit notamment de la loi sur l'exercice de l'activité d'affacturage, de la loi relative au statut autonome du personnel enseignant-chercheur des universités du Niger, de la loi sur la cybercriminalité, de la loi modifiant le statut du chef de file de l'opposition,
de la loi relative aux droits et devoirs des défenseurs des droits de l'homme, de la loi minière, de la loi déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique, sans oublier les lois prorogeant l'état d'urgence. Le débat d'orientation budgétaire, comme de coutume, a permis aux députés de mieux préparer la prochaine session budgétaire, grâce notamment au large panorama de la situation économique actuelle de notre pays qui leur a été présenté. Quant aux journées parlementaires, elles donnèrent l'occasion aux députés de se familiariser avec les arcanes de la finance islamique, de s'informer sur la stratégie nationale de lutte contre les maladies endémiques comme la tuberculose et le paludisme, d'approfondir la problématique du genre et de ses implications pratiques, de comprendre l'organisation du droit humanitaire international. Et en priant le Tout-Puissant de descendre sa miséricorde et sa bénédiction sur notre cher pays, je déclare close cette première session ordinaire au titre de l'année 2022. Vive la République, vive la. Cette clôture de la première session, qui est le moment de se dire au revoir, marque ouverture pour les élus locaux, plus que par le passé, de demeurer proches des citoyens de base pour contribuer à développer leur conscience et surtout de s'inquérir de leurs préoccupations. De son côté, la première dame, Hajia Hadiza Bazoum, a présidé le 30 juin dernier à Tawa, donc à la tribune officielle, à la cérémonie du lancement du projet d'autonomisation économique des femmes et des jeunes de la dite localité. Le compte-rendu de la rédaction sur les images de nos confrères de Tawa. Cette cérémonie riche en couleurs, officiellement lancée à Tawa ce 30 juin, marque le lancement officiel du projet d'autonomisation des femmes et des jeunes des départements de Kouani, Malbaza, Tawa et Bouza. À travers ce projet pilote, la Fondation Nour et ses partenaires vont accorder des crédits sans intérêt en milieu rural au groupement féminin. Dans son discours à cette occasion, la première dame, après avoir félicité l'engagement du ministre des Finances, elle a déclaré que ce projet est son engagement à promouvoir l'entrepreneuriat des femmes. Ce projet d'autonomisation des femmes et des jeunes pour la région de Tawa est une initiative pilote que je lance aujourd'hui pour contribuer aux objectifs du gouvernement définis dans la stratégie nationale d'autonomisation économique de la femme et dans celle de l'entrepreneuriat des jeunes du Niger. Ce projet, auquel je tiens beaucoup, est la traduction de mon engagement pour la promotion de l'entrepreneuriat. Je suis consciente de l'importance des activités génératrices de revenus des femmes et leur capacité de transformer la vie pour un avenir meilleur. Dans cette région, en particulier, les femmes contribuent fortement à la sécurité alimentaire et au bien-être des familles à travers les petites activités de commerce, d'élevage, d'artisanat et de l'agriculture. Malheureusement, les femmes et les jeunes peinent à développer leur activité faute d'accès au crédit. En effet, le faible d'accès des femmes au crédit et à l'épargne constitue l'une des causes profondes de la féminisation de la pauvreté au Niger. Pour sortir la femme de cette vulnérabilité économique, la mise en place de mécanismes structurés et durables supplémentaires de finances s'impose. Le partenaire financier n'est pas resté sans voix à cette occasion. À l'occasion du lancement officiel du programme d'inclusion financière et d'autonomisation des femmes et des jeunes, qu'organise mon département ministériel, à savoir le ministère des Finances et la Fondation Nour, représentée ici par sa présidente, Madame la Première Dame, Hajia Hadiza Bazoum Mohamed. Madame la Première Dame, présidente de la Fondation Nour, merci. Merci d'avoir honoré votre présence cette cérémonie
merci pour votre engagement à nos côtés. Merci pour avoir accepté cette collaboration très importante pour notre projet d'inclusion financière. Cette mission cadre parfaitement avec celle de mon département ministériel à travers la stratégie nationale des finances inclusives qui vise à améliorer l'accès aux produits et services financiers aux femmes, aux jeunes, aux promoteurs des activités génératrices de revenus, en milieu rural comme en milieu urbain, et les micro et petites moyennes entreprises formelles et informelles qui sont des populations exclues souvent du secteur bancaire classique. C'est donc tout naturellement que le ministère des Finances a proposé la collaboration avec la Fondation pour conjuguer les efforts et créer les synergies d'action pour l'accomplissement de cette noble mission. Il s'agit pour nous tous de profiter non seulement de la marque de la Fondation Nous, mais surtout de l'autorité morale et du prestige de la Première Dame pour mobiliser les populations, notamment rurales, en vue d'accélérer leur inclusion financière. Le gouverneur de la région de Tawa, M. Issa Moussa, quant à lui, se réjouit d'accueillir l'événement. C'est un immense honneur pour moi d'accueillir la Première Dame, présidente de la Fondation Nour, Madame Bazoum Hadja Hadiza, ainsi que toute la délégation au niveau de cette tribune officielle de la région de Tawa. En effet, cette journée consacre le démarrage d'une initiative fortement attendue par les femmes et les jeunes de la région de Tawa, à savoir le projet d'inclusion financière et d'autonomisation des femmes et des jeunes. C'est le lieu d'exprimer la profonde reconnaissance des populations de Tawa en général et des femmes en particulier à la Première Dame, aux députés nationaux ainsi qu'au ministre des Finances et son équipe pour leur engagement. Au Niger, les activités entrepreneuriales exercées par les femmes sont concentrées dans les zones urbaines au détriment des zones rurales. Elles sont dominées par l'informel à plus de 90%. La majorité des femmes n'a pas de compte dans une institution financière. Le projet d'inclusion financière et d'autonomisation des femmes et des jeunes intervient opportunément à travers cette cérémonie qui pose les jalons d'une campagne de communication appropriée sur l'importance pour les femmes d'être incluses financièrement, y compris à travers le mobile money. Aussi, à son tour, le président du conseil de la ville de Tawa, M. Abdou Ouhoudodo, n'a pas manqué de souhaiter la chaleureuse bienvenue aux participants de la capitale de l'ADER. Ce projet va s'étendre dans toutes les régions du pays. Notons que la Fondation Nour a offert un don composé de 50 tonnes de riz, 50 tonnes de mil, 50 motos et 3 ambulances destinées à Bazagor, Akubunu et Tassara. Selon la répartition, cette initiative entreprise par la Fondation Nour est à saluer. Sur tout un autre plan, le ministère des Finances a servi de cadre au cours de cette semaine à une réunion du comité de pilotage du programme de réforme de gestion de finances publiques. Et c'est le ministre des Finances qui a présidé la dite réunion. Suivez plutôt. La présente rencontre marque la toute première réunion du comité de pilotage du programme de réforme de gestion des finances publiques au titre de l'année 2022 et rentre dans le cadre d'une collaboration fructueuse entre le gouvernement du Niger et les différents partenaires dans le but d'adopter le plan d'action prioritaire 2022-2024 du programme de réforme de gestion des finances publiques 5. Prenant la parole, le ministre des Finances a d'abord expliqué les conditions dans lesquelles est intervenue la mise en œuvre de ce programme avant de s'appesantir sur les résultats satisfaisants. La mise en œuvre du programme de gestion des finances publiques PRGFP 5 en 2021 est intervenue dans un contexte marqué par des défis multiples d'ordre sécuritaire, climatique, géopolitique et sanitaire qui ont eu et qui continuent d'avoir une influence sur les politiques économiques, notamment en matière de priorisation et d'allocation des ressources. Toutefois, en dépit de ces contraintes et des défis, la mise en œuvre du programme a connu des résultats satisfaisants. Ainsi donc, 44% des activités programmées ont été réalisées au 31 décembre 2021.
Ces réalisations concernent tous les axes du programme, des réformes notamment. Au niveau de mobilisation des ressources internes, l'accent a été mis sur l'amélioration de la qualité des services aux usagers et la modernisation du système fiscal. En effet, les réformes entreprises, notamment la mise en place du système informatisé du suivi des contribuables, à savoir le CISIC au niveau des impôts, qui permet la déclaration et le paiement des impôts en ligne. L'opérationnalisation de la réforme concernant le système de facturation électronique, la facture certifiée, de la TVA et son déploiement sur l'ensemble du territoire national. L'interconnexion informatique de la Direction générale des douanes avec les autres structures ont permis aussi d'améliorer significativement le recouvrement des recettes fiscales. En ce qui concerne la mobilisation des ressources externes, l'accent a été mis sur les outils de planification, de budgétisation, de suivi et d'évaluation des actions de développement. Relativement à la consolidation de la gestion axée sur les résultats, les principales réalisations ont porté sur le renforcement des capacités et d'amélioration du cadre juridique et institutionnel. En ce qui concerne l'élargissement de la réforme des finances publiques, les réalisations ont porté principalement sur l'actualisation des lois portant régime général et déterminant la tutelle et le contrôle des établissements et entreprises publiques, la participation au fonds d'accompagnement de PME, le FONAP, l'instauration de contrats programmes au niveau des établissements et entreprises publiques. Concernant la gouvernance de la réforme des finances publiques, les réalisations phares ont concerné la poursuite de l'interconnexion des structures déconcentrées du ministère des Finances à Niamey, la mise en place du dispositif d'échange de données entre les systèmes informatiques de la douane du Niger et ceux de la sous-région, à savoir Cotonou, Lomé et Abidjan plutôt, et à la fin le suivi des autres réformes. Nous rappelons que le plan d'action prioritaire du PRGF 5 pour la période 2022-2024 se résume en 4 axes que je ne vais pas rappeler, qui seront certainement présentés, et décliné en 9 programmes. Pour sa mise en œuvre, c'est 270 activités qui ont été programmées au titre de l'année 2022. La mise en œuvre de ces activités repose sur un certain nombre de facteurs auxquels nous devons prêter une attention très particulière. Il s'agira de mettre en place les conditions permettant un portage politique actif à travers le Comité national de pilotage des réformes, que nous sommes ici, la formation et la communication sur les réformes afin d'en assurer l'appropriation par tous les acteurs concernés, une adhésion totale de PTF, donc des partenaires techniques et financiers, à travers notamment les rapports périodiques réguliers, bien documentés et un cadre de dialogue dynamique. Et enfin, une bonne visibilité sur les financements. Aïssatou Diko, la représentante résidente de la Banque mondiale au Niger, a réaffirmé leur volonté à accompagner le Niger dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de réforme. Au nom de la Banque mondiale et des partenaires techniques et financiers, je vous renouvelle toute notre volonté à accompagner le Niger dans la mise en œuvre de la stratégie de réforme des finances publiques 2021-2025, adoptée en octobre dernier. De notre côté, au niveau de la Banque mondiale, nous nous sommes engagés conjointement avec le gouvernement du Niger sur un programme de plus de 190 millions qui va être approuvé au cours de cette semaine pour la gestion de la dépense publique par les résultats pour le capital humain, qui est ancré dans cette stratégie dont on parlait un peu plus tôt. Il accompagnera la mise en œuvre des réformes des finances publiques incluses dans le PRGFP 5 à travers une démarche orientée sur les résultats dans les ministères sectoriels de l'éducation et de la santé. Enfin, au nom de l'ensemble des PTF, nous vous remercions nous vous réaffirmons notre engagement à soutenir le gouvernement du Niger dans ce plan de réforme ambitieux et face aux différents défis. Enfin, rappelons que cette réunion a vu la participation de toutes les administrations concernées ainsi que l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Pendant ce temps, le ministère de l'élevage a servi de cadre également à un point de presse relatif à l'organisation du Hajj 2022. Et c'est le ministre Abdelkadri Tidjani, porte-parole du gouvernement, qui a animé le dit point de presse. Le Hajj 2022 s'organise dans un contexte assez particulier du fait qu'en 2020 et en 2021, le Hajj n'a pas pu être organisé du fait
de la pandémie de la Covid-2019. Ceci a fait qu'il y a eu beaucoup de pèlerins qui ont voulu déjà en 2020 faire ce pèlerinage, qui n'ont pas pu le faire. En 2021, la même chose. Et à cela viennent s'ajouter les pèlerins de 2022. L'autre élément important également, c'est que du fait toujours de cette pandémie, cette année, l'Arabie Saoudite a fait le choix de limiter drastiquement le nombre de pèlerins. Au niveau mondial, c'est au total 1 million de pèlerins seulement qui ont été retenus. Et sur ce million, le Niger n'a eu que 7194 places exactement. Ce sont donc ces 7194 pèlerins qui ont pu s'inscrire sur la plateforme d'organisation donc de ce Hajj, qui ont été inscrits et donc par les différentes agences de voyage. Sur ces 7194, à l'heure où je vous parle, 6870 pèlerins ont eu leur visa. Il reste encore 324 qui sont en cours d'obtention de visa et la procédure suit son cours normalement, et nous pensons que très rapidement, en tout cas dans les heures qui suivent, ces autres pèlerins, ces 300 autres pèlerins auront également leur visa. Je voudrais dire aussi que l'inquiétude essentielle est relative au transport. Le COHO avait fait un premier planning qui malheureusement a accusé un retard. Mais il faut retenir que le premier vol a été organisé le vendredi 24 juin. Et plusieurs autres vols ont suivi. À l'heure où je vous parle, en tout cas cet après-midi, puisque nous attendons cet après-midi l'arrivée d'un avion, nous aurons enregistré le départ de 1973 pèlerins sur les 7194. Il va nous rester 4068 pèlerins exactement. L'avion qui arrivera, s'il n'est pas déjà arrivé, puisqu'il est initialement prévu pour être là à 16 h, va transporter à partir donc de ce soir 319 pèlerins. Cet appareil fera 7 rotations. Ensuite, à partir de demain, nous attendons l'arrivée d'un second appareil qui a une capacité de 560 places. Cet appareil aussi va rester et faire la rotation, précisément 5, ce qui, lorsque vous faites le cumul, nous permettra d'acheminer la totalité de nos pèlerins au lieu saint. Je voudrais, au nom du gouvernement, rassurer les pèlerins, rassurer les familles des pèlerins et rassurer l'ensemble des Nigériens que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que le Hajj 2022 soit une réussite totale. Inch'Allah, la totalité de nos pèlerins seront sur le territoire de l'Arabie Saoudite avant la fermeture des frontières, la fermeture qui est prévue au 3 juillet en ce qui concerne Médine,
et le 6 en ce qui concerne Jeddah. Donc je voudrais en tout cas les rassurer, leur dire de garder confiance et que le gouvernement a pris en charge totalement cette question pour que les choses se passent dans la règle de l'art. Les plus hautes autorités de notre pays se sont impliquées pour que nous puissions réussir ce Hajj que nous n'avons pas pu organiser en 2020 et en 2021. La suite de cette rétroactualité de la semaine avec cette cérémonie de passation de commandement entre le haut commandant entrant et le haut commandant sortant. Et c'était le mercredi dernier au camp supérieur Abdou Garba de la garde nationale du Niger. Le compte rendu de Zainabou Gagara et Ibrahim Kantama. Nommé lors du dernier conseil des ministres, le colonel-major Midou Guiré, né le 1er janvier 1966 à Yerlou, région de Dosso. Il est désormais nouveau haut commandant de la garde nationale. Il remplace ainsi le colonel-major Mamoudou Sidi. Le nouveau haut commandant de la garde nationale Midou Guiré a incorporé la garde nationale en 1988 après l'obtention du bac en 1989 à Difa. Dès lors, le colonel-major Midou Guiré a suivi plusieurs autres formations et avancements, à savoir 1er janvier 1996 sous-lieutenant, 1er janvier 2022 colonel-major. Le haut commandant de la garde nationale a aussi occupé plusieurs fonctions au sein de la garde nationale. Cette cérémonie de passation de commandement entre le haut commandant sortant Mamoudou Sidi et le haut commandant de la garde nationale entrant Midou Guiré s'est déroulée dans la pire tradition de la garde nationale en présence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Le ministre a, après la passation de commandement, rappelé aux éléments de la garde nationale leur devoir. Officiers, sous-officiers, gradés, gardes nationaux, de par le président de la République, chef de l'État, vous reconnaîtrez désormais votre haut commandant, le colonel-major Guiré Midou, ici présent, pour tout ce qu'il vous commandera, pour le bien du service, l'exécution des règlements et l'observation des lois. Désormais, c'est aux ordres du haut commandant de la garde nationale Midou Guiré que les éléments de la garde nationale vont obéir. Ouverture d'un atelier sur la revue des projets de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest 2021-2025 et définition des normes minimales de sécurité. Et c'était le 27 juin dernier sous le haut patronage du ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information. Compte rendu Zainab Gagara, Abdelmoumouni Abdraman. Évaluer et sélectionner les projets prioritaires réalisables sur la période 2021-2025 est le principal objectif visé à travers cet atelier sur la revue des projets de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO. Un atelier organisé par CPAO en partenariat avec Niger Post et l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste ARCEP, dans le but de sauvegarder et améliorer la qualité des services postaux sous-régionaux et internationaux. À cette occasion, le directeur général de Niger Post est revenu sur les principaux rôles de Niger Post. La Poste joue un rôle indispensable et hautement stratégique dans l'accessibilité des citoyens aux services publics. La Poste avait un rôle très important pour les citoyens. Certains de mes compères de la Poste en Afrique de l'Ouest ont conçu et lancé d'ailleurs le concept de la maison du citoyen. Avec la mondialisation et l'émergence de nouveaux services, la Poste avait perdu son lustre d'antan. Mais tel le phénix, elle renaît de ses cendres et est prête à accomplir pleinement son rôle de service public universel de distribution de courrier, colis et services financiers postaux, accessibilité et tarifs abordables.
en s'adaptant aux changements grâce à la modernisation et à la digitalisation de ces services. Cela passe d'abord par une intégration régionale réussie. C'est pourquoi au Niger, les autorités ont soutenu dès le début la création de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Les projets qui feront l'objet de revues au cours du présent atelier sont en phase avec les innovations en cours au niveau de Niger Post dans les domaines du courrier, du e-commerce et de l'inclusion financière. À titre illustratif, on peut citer le suivi et le tracking des envois postaux nationaux et internationaux, mise en place du CDS, l'interconnexion de tous les bureaux de poste, la création de la première plateforme de e-commerce au Niger appelée Kaomini, la bancarisation des agents contractuels de l'État et avec les fonctionnaires qui sont dans son portefeuille, Niger Post est de fait le plus grand service financier au Niger en termes de gestion des comptes des salariés. Quant à lui, le directeur exécutif de CPAO, il s'est apaisanti sur les différents points d'échange au cours de cet atelier. L'atelier qui nous réunit les 5 prochains jours est d'une importance capitale, car il va nous conduire à échanger et prendre des décisions sur des questions relatives aux projets qui seront retenus, mis en œuvre pour la période 2021-2025. Il s'agira aussi, lors de nos travaux, de définir les normes minimales de sécurité et de qualité de service qui seront applicables par l'ensemble des opérateurs désignés des États de la CEDEAO. En effet, le développement fulgurant noté dans les technologies de l'information et de la communication a entraîné d'importantes évolutions des besoins des populations de nos pays qui deviennent de plus en plus exigeantes en termes de demande de services postaux. La progression continue du commerce électronique et la digitalisation irréversible des services ont bouleversé de façon considérable les habitudes de consommation des populations qui, même dans les zones rurales, demandent des services simples, rapides et innovants. Face à cette situation, nous devons repenser et réinventer les métiers du secteur postal pour encourager, accompagner nos États à la mise en œuvre de politiques sociales et économiques destinées aux couches vulnérables et aux populations vivant dans les zones rurales les plus reculées. Les points suivants seront discutés lors de la présentation de chaque projet. Il s'agit du contexte, texte, état des lieux, justification, les objectifs attendus, les indicateurs de performance, le plan d'action qui sera mis en œuvre, le système de suivi et de reporting, la détermination des moyens nécessaires à la réalisation des exigences, les risques, la liste des acteurs et parties prenantes, les annexes, à savoir le budget, les programmes des ateliers, le calendrier des réunions, le rôle et les responsabilités des chefs de projet. Le ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information réitère l'accompagnement du gouvernement à travers la politique sectorielle postale avant de procéder à l'ouverture de cet atelier. Le gouvernement du Niger a adopté en juillet 2019 la politique sectorielle postale avec son plan intégral de développement postal dont le montant est estimé à 29 milliards sur la période 2019-2028. La vision à travers cette politique est de faire du secteur postal un secteur performant et dynamique qui facilite les échanges et l'inclusion financière tout en contribuant à la réalisation des objectifs de la stratégie de développement durable et de croissance inclusive SDDCI 2035. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, plusieurs actions ont été menées, dont notamment l'élaboration d'une loi postale qui tienne compte de l'évolution juridique, institutionnelle, économique et technologique, le renforcement de la régulation du secteur postal, la réforme de l'opérateur désigné, le renforcement des capacités des acteurs, pour ne citer que cela. A rappelé que cet atelier sur la revue des projets 2021-2025 et définition de normes minimales de sécurité et de qualité de service qui durera 5 jours va permettre aux participants d'échanger sur plusieurs points afin d'améliorer la qualité des services postaux. À noter que le dit atelier a pris fin dans l'après-midi du lundi 27 juin. Retrouvons donc une fois de plus Zainab Gagara et Abdelmoumouni Abdraman.
12 pays sur les 15 États membres de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest CPAO ont pris part à cet atelier sur la revue des projets 2021-2025 et définition des normes minimales de sécurité et de qualité de service. Cet atelier qui s'est déroulé du 27 juin au 1er juillet 2022 a pour but de soutenir les postes des États membres de la CPAO pour le développement du secteur postal. Au cours des différentes journées de cet atelier, les participants ont échangé sur l'objet de revue et de validation des projets, à savoir le projet d'acheminement terrestre du courrier Lagos-Abidjan, le projet ICOM Africa et le projet d'inclusion financière. Les participants ont tenu à remercier le gouvernement nigérien. Satisfaits de l'accueil et des commodités dont ils ont bénéficié depuis leur arrivée à Niamey, reconnaissant le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, Monsieur Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger, pour la pertinence de sa vision du secteur postal comme facteur de développement social et d'inclusion financière des populations. Reconnaissant la ferme et constante volonté de Monsieur Hassan Barazé Moussa, ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information du Niger, de soutenir les postes des États membres de la CEDEAO. Adresse leurs sincères remerciements à son Excellence, M. Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger, à son gouvernement et au peuple du Niger. Le secrétaire général auprès du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information a, avant de procéder à la clôture de cet atelier, rappelé les recommandations faites par les participants à l'issue des échanges au cours de ces travaux. Les participants ont adopté la feuille de route de la CPAO et formulé des recommandations et suggestions suivantes. Maintenir le projet d'acheminement terrestre Lagos-Abidjan pour une phase pilote d'une année. Organiser avec la Côte d'Ivoire un atelier sur le rôle et la place de la CPAO dans le cadre de la mise en œuvre du projet ECOM Africa. Construire un hub sous-régional qui constituera un centre de gestion de tous les envois. Mettre en place un dispositif de sécurité performant. Mettre à disposition des ressources humaines qualifiées pour la bonne gestion et le pilotage du hub. Mettre en place un système intégré de la chaîne logistique douane-transport afin de faciliter et garantir l'efficacité des opérations. Renforcer les capacités en e-commerce du personnel de poste. Tenir compte de la problématique de la gestion des données à caractère personnel. Organiser un atelier regroupant tous les acteurs postaux sur la transformation digitale. Améliorer et harmoniser les systèmes d'adressage des pays de la CPAO. Travailler avec les autorités monétaires et régulatoires dans l'espace CEDEAO pour une meilleure réglementation du secteur postal. Mettre en place dans les États membres un cadre réglementaire fixant les normes et les objectifs de qualité des services. Définir un dispositif de pilotage et de contrôle de la qualité des services. Mettre en place des normes sous-régionales de qualité des services. Constituer un groupe de qualité des services de la CPAO autour des responsables points focaux ORE. Permettez-moi de remercier et encourager le comité d'organisation qui a créé les conditions nécessaires pour la bonne réussite des travaux. Je voudrais également saluer l'engagement du secteur exécutif de la CPAO, du directeur général du GERPOS et de tous les pays qui ont fait le déplacement, ainsi que les pays qui ont suivi les travaux en ligne. Tout en vous souhaitant un bon retour dans vos foyers et pays respectifs, je déclare clos l'atelier sur la revue du projet de la conférence des postes des pays de l'Afrique de l'Ouest pour la période 2021-2025 et définition des normes minimales de sécurité et de qualité de services. Espérons que cet atelier qui a réuni 12 pays de l'Afrique de l'Ouest, membres de la CPAO, va permettre de renforcer les capacités des postes pour le développement du secteur postal des pays membres de la CPAO.
Poursuivons cette rétrospective avec l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM qui a procédé à une fête de fin d'année au profit des étudiants et enseignants. Et c'était le jeudi 30 juin 2022 au centre aéré de Niamey. Moubarak Yakouba et Abdelmoumouni Abdraman y étaient également. C'est le cri de joie et de bonheur qui anime l'ensemble des étudiants de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM pour cette fête de fin d'année. Après une dizaine de mois d'études, l'administration en collaboration avec le comité exécutif ont créé ce cadre de distraction ce 30 juin 2022 au profit des étudiants, des enseignants et les parents d'élèves. Tous ont répondu massivement présents. Au cours de cette fête, plusieurs étudiants et étudiantes ont reçu des récompenses dues à leur travail académique à travers la remise des bourses. C'est quelque chose d'habituel que nous organisons chaque année, surtout après la proclamation des premiers résultats, des premiers examens qui sont le BP d'État dans la fonction professionnelle. Donc chaque fois, on se réunit pour festoyer ensemble, parce que durant toute l'année académique, on est là seulement pour former, griller, gronder, châtier les enfants pour une réussite. Alors la fin de cette année, ça a été payant par rapport à un résultat très satisfaisant. Du coup, c'est ça qui nous a permis de faire cette fête-là afin de les récompenser. Donc c'était l'objectif de la fête. Et aujourd'hui, et cette année, la particularité est que quoi? On a décerné les bourses d'études pour tous les admis au BP d'État, et enfin même tous les non-admis aussi, on a pensé à eux pour aussi les encourager à les entraîner aussi une bourse d'études de 10% pour la rentrée prochaine. Et cette politique, on l'a aussi appliquée pour tous les autres niveaux qui auront un examen d'État à faire. Plusieurs prestations sont inscrites dans le programme tout au long de la journée, ce qui va souffler les étudiants. C'est la 8e édition de la fête de fin d'année et comme vous le constatez, nous avons subi 8 mois d'études et il est temps de se distraire avant de partir en congé et comme à l'accoutumée, chaque année on le fait. C'est dans nos habitudes et comme il reste toujours sociable. Et vous le constatez ici, nous sommes là. Tout le monde est en train de fêter dans la joie, la paix et la quiété pour clôturer l'année en beauté. A noter que la fête de fin d'année est un rendez-vous de divertissement et de la cohésion pour dire au revoir à l'année scolaire. La présidente de la Fondation Access a effectué une visite au Centre national des scouts, lors duquel un partenariat a été signé entre ces deux organisations. Moubaraka Yakouba nous en dit davantage. La représentante de la Fondation Access était accompagnée dans ce déplacement de certains membres de la dite fondation au Centre national des scouts Niger. Lors de cette visite, la représentante a été guidée par le membre des scouts pour constater l'état de fonctionnement de l'organisation Scout Niger. Elle a commencé avec la radiodiffusion scout, la salle d'alphabétisation, la bibliothèque, la salle de formation du premier secours et le centre de formation de culture où plusieurs jeunes femmes se donnent dans ce secteur pour faire des excellentes productions. Dans la salle de réunion, après une brève présentation des activités et des objectifs de l'organisation scout aux visiteurs, le commissaire général adjoint a pris la parole pour exprimer ses impressions. Pour nous aujourd'hui, c'est aussi une journée de plus pour nouer davantage le partenariat entre l'association des scouts du Niger et le groupe Access. Donc ce privilège aujourd'hui que nous avons d'accueillir la directrice et présidente de la fondation Access va sans nul doute contribuer à toutes les panoplies d'activités déployées par notre association au Niger. L'association des scouts du Niger depuis un an arrive à faire preuve de leadership
dans les organismes de la société civile. Et aujourd'hui, nous menons plusieurs activités à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale. Donc, entre autres activités que notre communicateur a présentées, je ne vais pas manquer de citer en exergue notre partenariat avec l'UNICEF dans le cadre du projet Upshift qu'il a présenté aussi, qui est une initiative qui accompagne les jeunes membres, en tout cas des CFM, les centres de formation au métier, qui aident ces jeunes à identifier les problèmes communautaires et proposer des solutions pour ces problèmes. Le scoutisme nigérien aujourd'hui est plus qu'engagé d'être au cœur, en tout cas, des problèmes de développement de notre pays. Selon la représentante de la Fondation Access, cette visite va permettre de créer un partenariat entre elle et Scout Niger. On est là pour vous aider, mais je voudrais que cette aide ne soit pas simplement une aide formelle comme beaucoup vous l'apportent. Je voudrais que ce soit une aide de communauté. Je voudrais que ce soit une aide de, comme disait le secrétaire général, de brainstorming. On va définir ce qu'il vous faut le plus rapidement possible. On va vous donner ce qu'il vous faut le plus rapidement possible, mais on va travailler sur le long terme. Et on va accompagner les idées que vous pouvez avoir sur un temps plus long. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller vous donner, par exemple, vous doter en appareil pour, par exemple, de son, etc., pour augmenter le potentiel des radios. Il ne s'agit pas d'aller vous doter de quelques matériels, il s'agit de réfléchir en commun sur comment améliorer la vie du Niger et la vie des communautés du Niger et comment donner une image de notre pays positive, responsable, qui se prend en main, comment on arrive à transcender les problématiques d'oisiveté, parfois de malhonnêteté. Donc comment on participe à la bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance, vous savez, elle peut commencer dans la famille, elle peut commencer dans la fratrie. Il ne faut pas toujours aller montrer la mauvaise gouvernance, par exemple, au niveau politique ou au niveau extra-communautaire. Voyons déjà au sein de nos propres communautés, de nos propres organisations, comment on assure cette bonne gouvernance. Donnons l'exemple, en fait. Et c'est pour ça que j'apprécie énormément ce mouvement que vous représentez, parce que vous êtes un mouvement d'exemple. C'est-à-dire que vous ne faites pas que parler, vous agissez. Vous donnez l'exemple, vous montrez l'exemple. Donc, pour des choses plus concrètes, on va vous accompagner et on va être présent lors de vos grands rassemblements. Et nous avons pris la décision de former un maximum de personnes, de vos scouts, en fait, au secourisme. Alors, le Scout Niger est une organisation qui œuvre et qui intervient dans plusieurs domaines pour le bien-être de la communauté. La communauté musulmane du monde entier s'apprête à célébrer la fête de Tabaski. Alors, quels sont les comportements à tenir par les fidèles musulmans avant cette fête de Tabaski? Cheikh Youssouf Moukela, secrétaire général de l'Association islamique du Niger, répond à cette question. Le musulman doit être utile, productif, exemplaire au sein de la société où il mène sa vie. Effectivement, pendant la fête de Tabaski, les gens courent derrière les bêtes qu'il faut sacrifier. Ce qu'on peut retenir dans l'islam, le premier genre, c'est vraiment le mouton. C'est qu'on doit chercher un mouton qui n'est pas maladif, un mouton qui est en bonne santé, un mouton qui répond. Parce que le sacrifice, c'est une adoration de Dieu. Tabaski, c'est une adoration de Dieu. Donc on ne doit pas ne pas donner un animal qui est en bonne santé. À défaut du mouton, on fait recours à la chèvre, les bœufs, les chameaux, etc., etc. Mais on doit tenir compte que ce n'est pas une obligation dans toutes les populations. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire au cas où le musulman a la possibilité de s'acquitter de cette tâche, de cette adoration, il a le droit de le faire. Mais il ne peut pas aller prendre des crédits, il ne peut pas aller s'endetter, il ne peut pas aller se déranger, il ne peut pas aller se faire humilier, il ne doit pas perdre sa dignité, sa valeur islamique devant les gens pour la question de Tabaski. Il doit se contenter de ce que Dieu lui a donné. Et
qui doit faire ce tabaski? C'est lui qui a le moyen. Si tu n'as pas le moyen, tu n'es pas obligé de faire la fête de gorger ou d'immoler donc une bête. Si vous n'avez pas la possibilité, si vous n'avez pas le moyen nécessaire, vous devez accepter de vivre la situation dans laquelle vous êtes et que Dieu vous a accepté. Et vous pouvez en groupe, les musulmans, vous pouvez en groupe chercher à immoler un mouton ou une vache ou un chameau ou une chèvre, parce que nous avons dit que c'est une adoration. Et quand Allah demande l'adoration, vous faites l'adoration d'Allah, c'est que vous avez des récompenses que vous allez récolter après. Donc, avoir un mouton commun ou un animal commun, c'est permis en islam, mais ce n'est pas une obligation en soi. C'est-à-dire que vous ne devrez pas dépasser le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de moyens pour faire la fête de la Tabaski, vous n'êtes pas obligé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en son temps, avait émolé 2 moutons, un pour lui, un pour toute la Oumma islamique. Depuis au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est permis jusqu'à la fin du monde. Donc celui qui n'en a pas, il a été déjà pris en charge par le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a plus de 1400 ans de cela. Donc on ne doit pas se casser la tête, on ne doit pas aller se déranger comme on constate maintenant dans plusieurs sociétés islamiques. Dès qu'on dit fête, les gens se décarcassent, les gens se dématent, les gens se prennent de crédit et s'endettent par-ci, par-là, et jusqu'à ce qu'après la fête, on ne peut même pas sortir. Cela n'est pas permis par l'islam. L'islam est une religion simple. L'islam est une religion de tous les cieux. Le Coran dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلْعَالَمِينَ. Donc c'est quelque chose qui concerne tout le monde, et surtout qu'on n'a pas droit de ne pas être musulman. Nous avons l'obligation d'être musulmans. Celui qui arrive à être musulman par la grâce d'Allah est un chanceux. Donc on doit garder cette chance. On ne doit pas gâcher cela. On ne doit pas aller imiter les autres sociétés dans leurs croyances. Nous, la société musulmane, nous avons dit que l'islam est une religion très simple, est une religion qui est pour toute l'humanité. Et l'on doit jouir de sa liberté, de sa dignité, de ses valeurs islamiques. Et c'est pourquoi on ne doit pas se déranger dans tous les niveaux. Dans toutes les fêtes islamiques, l'homme ne doit pas se déranger. C'est Dieu qui donne, c'est lui qui sait, c'est lui qui t'a donné, c'est lui qui a empêché, donc c'est lui qui a demandé qu'on fasse ce sacrifice-là. Alors si Dieu demande de faire ce sacrifice et que tu n'as pas donné le moyen, ou que tu n'as pas la possibilité d'avoir ce moyen pour faire le sacrifice, tu n'as pas de péché. Donc le péché, c'est de faire le contraire, c'est d'aller déranger les autres, c'est d'aller s'endetter, c'est d'aller faire des choses qui ne sont pas de l'islam. Voilà ce qui est péché. Mais rester sans faire tabaski parce que vous n'en avez pas n'est pas un péché ni de loin ni de près. Nous prions Dieu qu'Allah donne la possibilité à tous les musulmans du Niger, à tous les musulmans du monde, à tous les musulmans de pouvoir faire ce sacrifice tabaski, qu'Allah protège nos sociétés, qu'Allah protège les musulmans du monde, qu'Allah protège notre pays et notre... Et c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, je vous souhaite de passer une excellente soirée et un bon début de semaine. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.